Bienvenue dans cette deuxième vidéo de présentation, d'introduction au théâtre, où on regarde un peu le vocabulaire. Donc on va reprendre la fiche, le vocabulaire du théâtre que je vous ai envoyé en PDF ou en ODT, en format texte. Donc vous pouvez l'ouvrir, regarder, ou alors vous regardez directement sur l'écran. J'espère que maintenant c'est assez grand. Cette vidéo s'adresse autant aux 205, aux premières G4 et aux premières STL1, puisqu'on travaille tous sur le théâtre. Pour les secondes, c'est Don Juan de Molière, Don Juan ou le Festin de Pierre de Molière. Pour les autres, c'est le Mariage de Figaro de Beaumarchais. Et vous, voilà, si vous vous embêtez, si vous ne savez pas quoi faire, si vous avez essayé de tuer des zombies ou de jouer à Fortnite, ou de vous occuper de vos petits frères, petites sœurs, vous pouvez lire les pièces des autres, lire des pièces du même auteur, voilà, pour augmenter votre culture littéraire, en vous projetant le jour où tout ira mieux, où tout sera normal et où vous passerez le bac pour les premières dans quelques mois, pour les secondes l'année prochaine. Et ça fera super effet de dire pendant le confinement j'ai lu Don Juan de Molière alors que ce n'était pas au programme. Alors, au niveau du vocabulaire, donc on va regarder un peu de vocabulaire autour des personnages. D'une part, vous pouvez voir l'étymologie du mot personnage, donc on regarde bien ici l'étymologie de personnage qui vient du latin persona qui voulait dire le masque. Donc traditionnellement, jusqu'à la fin du XIXe siècle, on distingue les personnages selon le nom, l'âge, le sexe, le rang social et le pouvoir. À chacune de ces identités correspond un caractère, et je pense que vous pouvez très bien le voir dans vos pièces, hein, comment le caractère est aussi déterminé par tous ces éléments-là. Au XXe et XXIe siècle, le personnage évolue jusqu'à parfois n'être qu'une figure, une fonction ou un numéro. On a par exemple une pièce de théâtre d'un auteur italien au XXe siècle, Pirandello, où ce sont des personnages sans vie, sans existence, qui sont à la recherche d'acteurs de théâtre et d'un auteur pour les faire vivre, qui arrivent dans une pièce de théâtre. Parfois, les personnages au XXe siècle s'appellent A, B ou C, par exemple. Dans tout autre élément, donc qu'est-ce que c'est qu'un chœur? Vous avez bien vu comment ça s'écrit dans ce sens-là. Donc au départ, c'est un terme de musique, hein, c'est un ensemble vocal, un ensemble de personnes qui chantent à l'église ou à l'opéra. Au théâtre, c'est donc une sorte de personnage collectif qui est dirigé par un chef, le coryphée. C'était dans le théâtre antique, dans le théâtre grec. Il s'occupait de tout ce qui était partie artistique non jouée, les danses, les chants. Il dialogue avec les personnages principaux et parfois il s'adresse directement au public pour lui faire part de la situation. Donc dans le théâtre français, on en a très très peu pendant toute une période, hein, du XVIe au XXe siècle, puisque les règles de vraisemblance et l'idée du quatrième mur, je vais y revenir tout à l'heure, faisait qu'il n'était pas possible de s'adresser directement au spectateur. Il fallait que le spectateur ait l'impression de voir un vrai spectacle. Un protagoniste est un personnage principal, vous avez l'étymologie. Un confident, c'est un personnage secondaire qui écoute, conseille ou console un personnage principal. Alors on peut dire que dans le mariage de Figaro, Suzanne est la confidente de Rosine. Peut-être que Sganarelle est le confident de Don Juan, mais voyez bien qu'il y a un rôle spécifique. Et notamment donc pour les premières, gardez bien en tête ce rôle de confident des valets, puisque je vous rappelle que votre thème de travail, c'est sur la comédie du valet. Et donc la question, c'est de savoir est-ce que là, Figaro ou Suzanne jouent des rôles habituels de valet qu'on leur donne dans la comédie en matière de confident. Pour Figaro, il se trouve que dans la première partie de la trilogie, hein, Le Barbier de Séville, il était allié du comte, il était effectivement son confident, puisque le comte voulait épouser Rosine, qui était réquisitionnée par son tuteur qui voulait se marier avec elle. Et donc à ce moment-là, Figaro était son confident. Vous voyez bien que dans notre pièce, hein, il n'est plus son confident, il est son ennemi, son adversaire. Et enfin, un Deus ex machina, qui veut donc dire en latin un dieu sorti d'une machine. Alors pourquoi sorti d'une machine? C'était tout simplement les effets spéciaux au théâtre. C'est-à-dire que vous aviez des pièces au début du XVIIe siècle, et puis aussi beaucoup dans l'opéra notamment, où il y avait des monstres qui arrivaient, des dragons, des dieux, et qui descendaient du haut par un système de poulies, de cordes, qui étaient masqués par des décors, des nuages déguisés en carton et peint, très très beau. Je vais vous en montrer quelques exemples ici pendant que je parle. Donc au départ, qu'est-ce que ça veut dire? C'est notamment dans la tragédie antique et parfois aussi dans la comédie, c'est des dieux ou des monstres qui interviennent pour résoudre la situation.
ou bien de façon positive, ou bien de façon négative, en punissant tout le monde. Donc on n'en avait pas entendu parler, puis tout d'un coup ils arrivent et la pièce se termine. Par extension, l'expression, hein, parce que ça serait un terme historique, mais elle existe encore, et on peut encore l'utiliser, y compris pour les films, les séries que vous regardez. Par extension, un Deus ex machina, ça va désigner une intervention du dessus, d'un personnage qui est extérieur à la trame, qui amène le dénouement. Par exemple, dans la pièce de Tartuffe, pardon, la pièce de Molière Tartuffe, qui raconte comment quelqu'un qui fait semblant d'être un homme très pieux, très croyant, prend du pouvoir dans une maison et arrive même à voler son propriétaire. C'est une comédie, il faut que ça se termine bien, et le personnage est si manipulateur qu'il arrive à prendre la possession de la maison des personnages, et en fait les personnages ne sont sauvés que par l'intervention d'un envoyé du roi, dont on ne parlait pas auparavant, donc ça s'appelle un Deus ex machina. Alors ça va parce que c'est Molière, mais vous voyez bien, ça peut facilement être très critiquable, puisque imaginez par exemple un film policier, vous avez un meurtre et une énigme. En tant que spectateur, vous allez chercher avec les éléments que trouve l'enquêteur qui est le coupable, vous allez essayer de le trouver avant le coupable, et si tout d'un coup à la fin on vous dit c'est quelqu'un dont on n'a pas du tout entendu parler, bon c'est pas génial. Si vous avez un film d'action où les héros sont en très très grande difficulté, ils ont lutté pendant tout le film, et puis que vous arrivez à la fin et qu'en fait ils sont sauvés de leur situation par une intervention extérieure dont on n'avait pas du tout entendu parler avant le film, peut-être que vous allez trouver ça un petit peu téléphoné. Donc ça a existé, c'est Deus Ex Machina, vous connaissez maintenant l'histoire. Il faut aujourd'hui c'est assez souvent utilisé pour critiquer quelque chose en disant ça c'était pas prévu, c'est un petit peu facile dans le scénario, ça ne va pas. Alors demandez-vous si dans vos pièces il y a à la fin des Deus Ex Machina, voilà, et notamment dans le sens premier du terme pour les élèves de seconde. Voilà, la prochaine fois on verra ce thème-là de double énonciation, je vous parlerai aussi du quatrième mur, et on terminera cette petite fiche avant d'attaquer les cours sur les pièces proprement dites. J'espère tous que vous allez bien. Je vous envoie en prime, je vous ai envoyé en prime aujourd'hui des informations sur le virus, le confinement, des informations pratiques, des informations parfois en langue étrangère pour si vous avez dans votre entourage des personnes qui maîtrisent mal le français. N'hésitez pas à les partager, évidemment dans le respect des règles de confinement et de prévention. Faites bien attention à vous, profitez de l'essentiel. La semaine prochaine, je vous proposerai une autre manière de travailler qui sera moins classique, avec des petits jeux concours par réseaux sociaux, d'une certaine façon, et où je vous proposerai même de gagner des bonbons et des pâtisseries dès qu'on se reverra pour les premiers qui répondront à mes questions flash. A plus tard.